Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bien, écoutez, on va pouvoir démarrer. Bienvenue à tout le monde. En tout cas, nous sommes 44 personnes donc connectées à ce webinaire. Bienvenue donc à tout le monde. Bienvenue à ce séminaire donc intitulé La longévité, un défi pour notre territoire. Je me présente, en tout cas pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc Michel Laurent, je suis le directeur parcours de vie des aînés à la ville de Nantes. C'est la direction municipale qui gère les services seniors, donc qui vont du domicile aux établissements. Je suis accompagné de Bruno Gillet qui est à mes côtés, donc qui est chargé de mission Ville Amie des Aînés et que certains d'entre vous connaissent très certainement. Et je salue en coulisses Virginie donc d'Anérol qui en distanciel va effectivement gérer, en tout cas c'est proposé de gérer les questions qui ne manqueront pas d'être formulées à l'occasion de ce temps d'échange. Un séminaire que l'on aurait pu qualifier d'arlésienne, puisque tellement il a subi de reports en raison d'une crise sanitaire qui nous a quand même bien contraints et continue d'ailleurs à nous contraindre. Rappelez-vous, nous devions nous revoir le 5 novembre dernier, on devait se voir en tout cas le 5 novembre dernier, et au dernier moment, nous avons été obligés effectivement d'annuler, du fait et de nouvelles consignes sanitaires ne permettant plus les réunions, en tout cas en grand nombre. Et du coup, on a réorganisé, en tout cas, on a tenté de réorganiser les choses différemment en distanciel. On vous présentera tout à l'heure le dispositif qui a été prévu. En tout cas, merci pour votre fidélité et merci d'être présent aujourd'hui. Parmi les invités, nous avons, on va éviter le tour de table habituel. En tout cas, sachez que parmi les 46 personnes qui se sont connectées, nous avons donc des services de la ville, des services effectivement de la métropole, mais également des partenaires du territoire, l'Orpan, l'Accord, Nantes Métropole Habitat, la maison de l'emploi, que je salue au passage. Je parle de séminaire, mais c'est quand même un grand mot, car il s'agit plutôt d'une introduction d'un processus participatif interne. Oh là là, là encore un mot un peu techno, mais en tout cas qui va collectivement nous mobiliser en tout cas tout le mois de mars, avec des rendez-vous thématiques. Et là également, je reviendrai tout à l'heure avec Bruno pour vous présenter en quoi vont consister ces rendez-vous thématiques. Je parle de processus car si nous nous voyons aujourd'hui collectivement, il y a eu en amont une longue phase de diagnostic participatif, incluant de nombreuses bilatérales avec les uns et les autres, suivi de fiches teasing qui, je l'espère en tout cas, vous ont tenu en haleine et vous a permis, à défaut de vous acculturer, au moins de vous sensibiliser sur le sujet. Et surtout, en tout cas, j'espère, vous a donné l'envie d'aller plus loin, les fameuses fiches teasing, 9 fiches qui ont été effectivement éditées, et je remercie Bruno à côté qui était à la manœuvre sur ces fiches. À compter d'aujourd'hui, donc comme je vous l'indiquais, nous entrons dans une phase plus collective avec cette perspective de co-construire le futur plan d'action Ville Amie des Aînés de la ville de Nantes, plan d'action qui a bien évidemment vocation à structurer la future politique publique en la matière. Cela ne va surprendre personne car nous sommes tous dans les starting blocks sur le sujet, dans nos champs respectifs. Nous attendons bien évidemment tous le discours de la méthode qui doit nous permettre d'avancer dans la réécriture de nos politiques publiques respectives. Bien évidemment, nous n'y échappons pas. Cette réécriture se fera tant sur la forme que sur le fond, dans le nouveau cadre de la collectivité, incluant les marqueurs du mandat, pour ceux qui ont eu l'occasion d'en prendre connaissance, effectivement, les marqueurs piliers que sont la transition écologique et l'égalité, et les marqueurs dits marqueurs mode de fer, constitués du dialogue citoyen, la proximité, l'innovation
et je dirais, mais de manière un peu plus éloignée, en tout cas pour nous, l'Alliance des territoires. Cette séance introductive va s'articuler en deux temps. On va vous proposer d'abord une intervention de Madame la maire présidente, qui a effectivement, alors là aussi, on avait prévu une intervention le 5 novembre, mais du coup, on a organisé au jeu de la vidéo et suivi d'une intervention du professeur Beru, que certains d'entre vous connaissent, professeur, comme on dit dans le jargon, PUPH, c'est-à-dire professeur d'université, professeur hospitalier, fondateur du Gérontopole Pays de Loire, auteur d'un ouvrage Les papilles font boom, et un acteur donc très actif tant sur le plan local que national. À l'issue de ces deux vidéos, eh bien, nous nous retrouvons pour parler méthode calendrier et bien évidemment répondre à toutes les questions que vous ne manquerez pas de poser. Si après ce propos introductif, vous n'avez pas de questions particulières, comment on fait pour poser des questions? Les personnes écrivent par le chat, d'accord? À l'issue, je vous invite quand même à écouter les interventions. Si vous avez effectivement des questions, ben, on pourra les reprendre bien évidemment à l'issue des vidéos. Donc, place aux vidéos, Bruno. On n'entend pas. Quand on parle J'espère que tout le monde entend. Bonjour à chacune et à chacun. La longévité, cela concerne plein de facettes de nos vies quotidiennes. Quand on parle longévité, on parle logement, on parle transport, on parle culture, on parle égalité entre les hommes et les femmes, on parle précarité, on parle écologie. Et puis, cela concerne évidemment toutes les générations. Je dis cela simplement pour insister sur le fait que la question de la longévité, ce n'est pas la question ou la responsabilité d'une direction, mais c'est bien une responsabilité collective, transversale. C'est dans cet état d'esprit que nous sommes engagés dans cette démarche Ville Amis des aînés. Nous sommes dans un moment de transition démographique, plusieurs générations qui vont être amenées à cohabiter ensemble, à vivre, et je le souhaite, pas les unes à côté des autres, mais les unes avec les autres. C'est donc très important pour nous de se dire, à la suite de ce grand débat, comment on avance, avec quelle méthode, pour quelle action concrète. Merci par avance de votre contribution que je sais efficace et engagée sur ce sujet particulièrement important. Récemment, une personne me demandait, mais pour vous, faut-il parler de vieillissement ou de longévité? C'est vrai que ces deux termes ne renvoient pas à la même chose. Le vieillissement, un peu dans notre culture, c'est un peu le déclin, c'est un peu la fin, c'est la diminution des moyens. Finalement, ce n'est pas très positif, le vieillissement. Et on n'a pas trop envie de se mobiliser pour le vieillissement, parce que ça annonce pas l'avenir, les vieux, c'est un peu par définition. La longévité, c'est original, parce que ce n'est pas un terme qu'on utilise comme ça couramment. Et puis, dans longévité, il y a le temps long, donc c'est annonceur d'espoir de vivre longtemps. C'est vrai que longévité est intéressant, surtout en cette année 2021, où nous sommes 6 ans avant une grande rupture démographique avec une croissance très importante des personnes de plus de 70 ans. Imaginez que en 2035, l'augmentation des personnes de plus de 70 ans sera de 115%. Incroyable. À l'horizon de 2035-2040, 30% de la population aura plus de 65 ans. Alors vous allez me dire, bah oui, il y a des vieux, mais il y a aussi des jeunes. Mais en fait, quand c'est 35% de la population, ça change aussi la vie des jeunes. C'est-à-dire qu'il s'agit non pas d'une transition vers les vieux, mais d'une mutation de la société, où chacun a une place, à sa place, mais une place qui est aussi dépendante des autres. Et donc finalement, cette transition démographique, ce n'est pas s'adapter aux vieux,
traiter le problème des vieux, avoir en charge les vieux, mais c'est créer une nouvelle cité où les personnes âgées sont évidemment présentes, mais les petits problèmes des personnes âgées sont peut-être aussi des petits problèmes que d'autres personnes ont, des personnes en situation de handicap, des personnes en situation de précarité sociale, des personnes qui ne savent pas trop finalement ce qu'elles font là. Toutes ces personnes-là, elles sont nombreuses. Un ami disait qu'il y a pratiquement une personne sur deux qui est vulnérable à divers. Si on arrive à faire une société où il fait bon vivre malgré notre vulnérabilité, alors il fera bon vivre pour tous. C'est un peu l'enjeu de la longévité à l'échelle d'un territoire comme celui de la ville de Nantes et de la métropole de Nantes. Alors, pour réussir cette longévité dans ce sens-là, qu'est-ce qui nous est proposé? En fait, l'entreprise de se mobiliser autour de la personne âgée par le moyen de la ville amie des aînés est sûrement un très bon moyen. En effet, il ne s'agit pas de parler uniquement des maisons de retraite, sans les oublier. Il ne s'agit pas simplement de parler des plus âgés ou de temps en temps des seniors en oubliant les plus âgés. Il s'agit de prendre dans sa globalité toutes les personnes qui vivent au-delà de l'âge de la retraite, on va le dire comme ça. Mais de prendre aussi cette question-là dans sa globalité sur l'habitat, sur la mobilité, sur les loisirs, sur l'activité culturelle, sur le vivre ensemble. Et Ville Amie des aînés, qui est cette manière de faire un diagnostic sur un territoire qui a été initié par Vancouver à l'époque et qui est devenu un label mondial, permet de mobiliser l'ensemble des acteurs. Bénéfice de Ville Amie des aînés, la mobilisation. Mais cette mobilisation se fait vers une population pour laquelle on n'a pas forcément une sympathie naturelle. C'est-à-dire que les personnes sont vieilles, sauf évidemment ma grand-mère, c'est autre chose. Mais en fait, là, on va changer de regard ensemble. C'est-à-dire qu'on va se tourner ensemble vers cette partie de la population, non pas comme un problème à résoudre, comme une difficulté de plus, mais comme une occasion, j'ai presque envie de dire une chance de faire ensemble pour les personnes qui sont vulnérables. Et comme je viens de le dire, vulnérables quelle que soit la vulnérabilité. Ceci aboutit à ce qu'on a pu appeler la cité inclusive ou la société inclusive, c'est-à-dire où on a sa place, non pas parce qu'on est performant, mais parce que tout simplement, on habite là et on fait partie de cette communauté, diraient les anglo-saxons, cette communauté qui doit non seulement vivre ensemble, mais peut-être réussir ensemble. Et là, il y a un deuxième message qui est très important. La longévité, ce n'est pas traiter un problème de déclin. La longévité, c'est réussir. La longévité est une chance. En effet, si on arrive à développer des services, si on arrive à développer également une sorte d'entraide, si on arrive à développer une économie résidentielle, alors cette vulnérabilité sera loin d'être un poids, mais sera une chance de croissance, croissance culturelle, croissance sociétale, mais croissance économique aussi. Ne rougissons pas, ça peut être une économie résidentielle qui fait que le territoire a sa croissance propre qui peut être supérieure à des territoires de proximité. Je ne rêve pas en disant cela. Par exemple, en Italie, il y a des villes comme Milan, par exemple, qui ont pu développer une véritable croissance territoriale qui est supérieure au territoire d'à côté parce qu'ils ont su se saisir de la chance de faire une économie des services. Donc, prenons confiance pour dire que nous ne sommes pas là pour nous embêter à traiter un problème avec des gens tout ridés qui nous embêtent, mais qu'on a une occasion qui nous est offerte par la démographie, qui est de réussir ensemble une croissance qui soit à la fois économique et humaine. Vraiment, ça, c'est un beau challenge, bien intégratif, comme on peut dire aujourd'hui. Alors, pour réussir cela, il y a plusieurs aspects qui sont importants.
c'est d'abord de prendre en compte le territoire. Ce territoire, c'est Nantes. Nantes, c'est une terre de performance. Nantes, c'est une terre d'innovation, une terre de travail, de labeur, d'industrie. C'est aussi une terre de solidarité, une terre qui a su franchir des étapes dans son histoire, parfois qui a été des étapes douloureuses, difficiles, la reconstruction après la guerre, la reconversion économique, lorsque des entreprises qui étaient florissantes ont vu modifier leur activité. Donc, à Nantes, on sait innover, mais on sait aussi s'adapter. Et ça, ce sont les deux caractéristiques pour réussir la longévité. Normalement, on est équipé collectivement pour réussir ce challenge. Il s'agit simplement d'ouvrir les yeux et de ne pas avoir le déni de la personne âgée, mais au contraire un regard sur un temps à vivre qui est long et qui peut être une réussite. Parmi les thèmes qui sont importants lorsqu'un territoire réfléchit à la longévité, il y a la mobilité dans le territoire. C'est-à-dire qu'une personne âgée qui peut marcher a un périmètre de vie qui est de l'ordre de 500 mètres. C'est des études canadiennes qui l'ont montré. Pour celles qui ne peuvent pas marcher, il s'agit de pouvoir prendre des transports en commun. Transports en commun qui seraient adaptés à leurs difficultés. Quelquefois, on peut avoir des transports en commun qui sont performants pour d'autres parties de la société, mais qui montrent leurs limites lorsqu'il s'agit de personnes plus vulnérables. Il faut donc créer des alternatives. Ces alternatives peuvent être associatives, peuvent être des mandats publics, peuvent être aussi des collaborations, de la solidarité, une sorte de chaînage entre les personnes pour permettre une mobilité à la fois individualisée dans les horaires, dans les destinations, mais en même temps structurée pour être accessible. Il y a aussi la mobilité des itinéraires de vie. On est chez soi, on a envie peut-être d'être moins seul, mais on n'a pas envie forcément d'être en maison de retraite. On a envie d'être avec plusieurs amis à essayer de créer quelque chose d'innovant. On a envie d'être dans un quartier, mais de le vivre différemment, avec d'autres générations. Les désirs, les projets, les besoins sont différents. Il faut être imaginatif pour créer un cadre qui soit à la fois global et qui s'adapte à des désirs qui sont nombreux et parfois variés. Il y a une forte expérience sur les habitats intermédiaires, sur les habitats de transition, les habitats intergénérationnels. Il y a des exemples à l'étranger, il y a des exemples en France. Il faut s'en inspirer, mais il faut évidemment faire nantais également, avec notre manière de vivre, qui est dépendante de notre météo, de notre culture, de notre habitude. Parmi les autres caractéristiques d'une politique de l'âge, si j'ose dire, c'est aussi que les services soient adaptés et adaptables. Il faut à la fois, là encore, un cadre général, qu'il y ait aussi des possibilités de prise en charge qui s'adaptent aux bourses de chacun. Et on sait très bien que la retraite est souvent une déception parce qu'elle est beaucoup plus petite que ce qu'on pensait. Et il faut dans ce cas-là que la collectivité joue ce rôle d'amortisseur. Quelquefois, on me pose la question, mais qu'est-ce que c'est que la fragilité? En fait, la fragilité, c'est la rencontre de deux facteurs, la vulnérabilité d'une personne et l'adaptation, la capacité d'aide de l'environnement. Si vous vous sentez fort, mais que vous êtes dans un environnement qui vous est hostile, vous allez être fragile. Si vous êtes vulnérable et que vous avez un environnement qui est empathique, adapté, à l'écoute, innovant, alors vous serez moins fragile. En fait, 50% de la fragilité, c'est l'environnement et la collectivité. Donc, il y a une vulnérabilité pour laquelle on ne peut pas faire grand-chose parce que c'est, malgré les traitements, malgré tout ce qui peut être mis en route, eh bien, une difficulté que l'on peut rencontrer, d'ailleurs, quel que soit l'âge. Mais il y a 50% de cette fragilité qui est de notre responsabilité. Faire un environnement qui permette à chacun d'être moins fragile.
En clair, le pourcentage de fragiles sur un territoire, c'est un très bon indicateur de la capacité de solidarité et d'innovation de ce territoire. Un autre aspect, évidemment, qui est très important, c'est l'intergénérationnel. Il n'y a pas de possibilité d'un vivre ensemble si on ne mélange pas les générations. Quelquefois, les gens ont 40, 50 ans qui se sentent très très forts. Les vieux, c'est pas très intéressant. Mais à côté de ça, vous avez les 20 ans, les 20, 25 ans, les à peine 30 ans, qui eux sont plutôt attentifs. Et je le vois tous les jours à l'hôpital avec de jeunes infirmières, de jeunes médecins, de jeunes aides-soignantes, qui ont une patience extraordinaire, qui ont une sorte d'intimité naturelle avec les personnes âgées. L'intergénérationnel, ça fonctionne. Et quelquefois, les gens qui se sentent fortes, ils sont bluffés, étonnés par cette capacité de commerce, dirait Montaigne, entre les personnes les plus jeunes et les plus âgées. Il faut s'en saisir car c'est vraiment une force. Quelquefois, je dis que chaque génération, c'est une culture. On a la culture de la génération dans laquelle on a vécu. Ben, en fait, l'intergénérationnel, c'est de l'interculturel. Si vous réussissez l'intergénérationnel, peut-être que vous avez une chance de plus de réussir l'interculturel. Comme quoi, la longévité n'est pas une affaire de vieux, vraiment. Alors, on pourrait parler longtemps, et je suis sûrement déjà trop long, pour vous dire à quel point c'est important, et vous êtes engagé dans un challenge, dans une sorte de test qui est notre capacité à construire, non pas un présent, mais un avenir prochain et à réussir cette transition démographique de la longévité. N'oublions pas que nous sommes actuellement avec deux transitions importantes. La transition de l'environnement et la transition du numérique qui n'a pas encore dit son dernier mot. Eh bien, il faut concevoir cette transition de la démographie avec la modification de la pyramide des âges comme une troisième transition qui s'enchevêtre avec les deux autres transitions pour construire un avenir qui sera ou un avenir inclusif et une chance pour tous, ou un avenir d'élite et une malchance pour beaucoup. Merci pour votre attention. Bonjour à chacun. Est-ce que c'est bon? Bien, bah écoutez, on va poursuivre. C'est bon, Bruno? C'est bon, on peut enlever. Eh bien, écoutez, c'est tout un programme. Je ne sais pas si vous avez des questions, si... Je ne les vois pas, moi, s'il y a des questions, mais il y en aura peut-être. Il y a des gens qui... Virginie, vous pouvez poser vos questions directement ou par chat. Voilà. Je vais laisser quelques secondes s'il y a des... Une première question, effectivement, sur ce qu'est l'économie résidentielle. Il y a d'autres questions?
Ah, je peux répondre, d'accord, j'attendais d'autres questions, mais d'accord. Bon, sur l'économie, d'accord, ok. Sur l'économie résidentielle, alors je ne suis pas un économiste et un spécialiste en la matière. Simplement, ce que l'on a coutume de qualifier d'économie résidentielle par rapport à effectivement une économie dont la richesse est fondée sur des productions, notamment l'industrie par exemple. Eh bien, l'économie résidentielle va prendre appui sur effectivement des revenus qui irriguent le territoire et notamment on a souvent coutume d'appeler effectivement les territoires où il y a une forte concentration de seniors et de revenus dits de transfert avec les retraites comme étant effectivement un territoire avec une dominante, en tout cas avec qui fonctionne avec une économie dite résidentielle. Voilà, c'est ça le principe de l'économie résidentielle. Mais si certains d'entre vous, je pense, je ne sais pas si on a des collègues de la ex-Jedi ou Jerry présents qui peuvent effectivement compléter cette définition. J'espère que la réponse est claire, en tout cas pour la personne qui a posé la question. Je les ai les questions. Ok. Ah d'accord, ça y est, j'ai les questions. Mobilité, avancée des chantiers avec Nantes Métropole. Eh ben, écoutez, l'avancée des chantiers, c'est ce que je vous indiquais dans le processus en tout cas qui nous mobilise aujourd'hui. Il y a eu en amont une phase de diagnostic. Dans cette phase de diagnostic, il y a eu un certain nombre de bilatérales avec l'ensemble, en tout cas les principales directions municipales et métropolitaines, et notamment avec les collègues de la direction des transports. Je ne sais pas s'ils sont là, et on a eu l'occasion en effet de balayer avec eux l'ensemble des sujets qui concernent effectivement la mobilité, sachant que il faut être clair, là je vous parle à la direction des transports, mais si je creuse la question effectivement de la mobilité ce n'est pas que le transport, c'est aussi, et l'intervention du professeur Beru a su l'indiquer, hein, c'est aussi la capacité des personnes à conserver leur autonomie, notamment dans la marche, et que cette question de mobilité va toucher en tout cas un certain nombre de directions, l'espace public, va concerner effectivement le transport, on en a parlé tout à l'heure. Donc ces sujets-là, bien évidemment, sont dialogués aujourd'hui et doivent normalement aboutir demain dans le fameux plan d'action avec des actions très, très concrètes qui devraient normalement aboutir à des avancées sur des chantiers, comme tu dis, Patricia. Bête qu'elle sollicite. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce qu'est cette recherche-action mobilité, mais en effet, c'est une recherche-action qui a été réalisée par une sociologue et qui a principalement centré effectivement en tout cas la recherche-action, c'est surtout centré justement et a permis de mettre en avant l'importance de la marche et l'importance d'accompagner la préservation de l'autonomie, de la marche des personnes. Et ça a permis d'ailleurs de dépasser la simple question du transport à proprement parler. Eh bien, les préconisations de cette recherche ont été intégrées dans le diagnostic et font partie aujourd'hui des sujets et des actions, des propositions qui sont en tout cas dans les catalogues et qu'il faudra faire arbitrer. Ah, très bien. Parfait. Ok. Juste, vous m'entendez? Du coup, Michel, je vais prendre le relais. C'est peut-être une question sur deux. On va alterner dans les réponses. Vas-y, Virginie. Du coup, je vais répondre à la question de Christine Bouillet sur le défi Covid et après Covid. Et le fait que on adosse
finalement, on met dos à dos les seniors d'un côté et les autres. En fait, c'est pas quelque chose qui est nouveau et qui s'inscrit exclusivement depuis le Covid, puisque je rappelle quand même que l'agisme, c'est le 3e facteur de discrimination le plus important en France. La question de l'âge, la question de être senior dans une entreprise, être senior quand on veut louer un logement, sont des facteurs, le facteur de l'âge est très vite un facteur discriminant, et donc il y a une vraie stratégie et une vraie nécessité d'intervenir sur le champ de l'agisme et du coup de lutter contre les préjugés et la façon dont aujourd'hui la société voit les seniors. Donc c'est ce que dit d'ailleurs Gilles Béru, c'est à part ma grand-mère, les autres sont tous dans une vieillesse plutôt négative que positive. Et il faut savoir quand même qu'on a plus de 85% des gens qui vivent au-delà de 85 ans sans problème de dépendance. Donc, vivre vieux ne veut pas dire vivre vieux dépendant. Mais c'est un enjeu qu'on retrouvera en tout cas dans Ville Amie des aînés. Il y aura forcément un travail sur ce changement d'image à poursuivre. Moi, je pourrais compléter en indiquant que j'ai beaucoup de mal à identifier si effectivement l'après-Covid, si on se retrouve et si on met dos à dos les seniors et les autres. Parce que dans ce que je peux constater, vivre, ou en tout cas de ce que les gens me relatent, je vois plutôt de la bienveillance, des actions de solidarité, de la compréhension, et non pas du ras-le-bol des vieux à cause des vieux. Alors on entend quelques voix en effet dans la presse, certains observateurs, certaines personnes. Mais je ne suis pas certain qu'il y ait ce sentiment d'opposer les générations entre elles. Au contraire, il y a beaucoup d'élan de solidarité, mais peut-être suis-je naïf. Est-ce que les personnes âgées sont les boucs émissaires de la crise du coronavirus? Christelle, alors je ne sais pas ce que tu appelles bouc émissaire. Si on regarde effectivement les personnes qui meurent du coronavirus, en effet, elles sont les premières victimes, on va dire statistiquement. Sont-elles les boucs émissaires Non, Michel, c'était juste un article, un lien pour un article de l'Ouest France d'aujourd'hui. Ah oui, d'accord. C'est juste une information, d'accord. C'est juste une information c'est un lien sur un article de l'Ouest France d'aujourd'hui qui traitait de ce problème-là, justement. C'était juste une information. D'accord. Bon, alors je vais éviter de répondre. Alors, du coup, on est tous invités à lire l'article. Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà. Très bien. Merci, Christelle. Ah oui, j'avais pas vu ça. Des idées sur l'intergénérationnel version nantaise. Virginie, tu veux? Oui. Alors, des idées, il y en a. Des actions, il y en a aussi. Après, il y a une question qui revient aussi de manière récurrente aujourd'hui dans le travail qu'on est en train de mener, plutôt de préparation du plan d'action. C'est finalement la notion d'intergénérationnel, elle se traduit comment concrètement? Nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a, je dirais, 2 types d'intergénérationnel. Il y a l'intergénérationnel disons qu'on voit depuis un certain nombre d'années, où on préconise le lien entre les personnes âgées, les enfants, etc. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'il y a un enjeu fort d'intergénérationnel interseniors. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des seniors, on a quasi 3 à 4 générations potentielles de seniors. Et c'est vrai qu'il y a des enjeux qui se jouent aussi à ce niveau-là sur l'intergénérationnel. Et peut-être que les innovations ou les actions sur ce champ-là sont à trouver
On voit même dans les actions de lien autour du voisinage, autour des visites de courtoisie, etc. On a des seniors qui expriment aussi la volonté peut-être de dialoguer avec des gens d'une génération pas trop éloignée, où ils ont plus de points communs et de choses à échanger. Donc, l'intergénérationnel ne veut pas dire, voilà, en tout cas, forcément de s'inscrire sur une relation senior-enfant ou voilà. Et puis, il y a des lieux qui existent déjà, hein, qui essayent de développer des démarches intergénérationnelles. Je pense que les centres sociaux Accord sur la ville de Nantes le font très largement. On a aussi une structure comme le restaurant intergénérationnel Malville au Breil. Voilà, il y a des lieux collectifs qui peuvent permettre, Catherine d'ailleurs, je pense, un certain nombre d'espaces que vous animez dans le cadre de votre pôle territorial au CCAS permet cette dimension intergénérationnelle. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de poursuivre parce que je regarde effectivement l'heure, 58. On va essayer de respecter l'horaire en tout cas annoncé. Je vous avais parlé effectivement de méthode et de calendrier, en tout cas sur la suite. Sachez que effectivement le séminaire du 5 novembre que nous avons été amenés à annuler, il s'articulait autour de 3 thèmes. Et c'est la contrainte sanitaire et l'obligation du distanciel nous a invités en tout cas à repenser les choses différemment et à séquencer les 3 thèmes en question en 7 sujets transversaux, chaque sujet étant étudié autour de 2 questions. Alors, normalement, on doit vous afficher que les thèmes, bien évidemment, les thèmes des sujets transversaux. Volontairement, et vous le verrez, on n'a pas voulu prendre les thèmes ville amie des aînés tels qu'ils sont énoncés, en tout cas dans la méthodo ville amie des aînés, c'est-à-dire l'habitat, le transport, des thèmes très en silo. On a plutôt retenu pour créer la dynamique et la transversalité souhaitée et voulue, en tout cas de la démarche. On a privilégié des sujets qui croisent et normalement qui doivent permettre le croisement des regards et des politiques publiques qui en découleront. On les a présentés. Tu n'arrives pas. Bon, tu ne peux plus partager. Bon, écoutez, on a un petit souci de projection des thèmes. Sachez en tout cas que vous allez être associés à des groupes. Il y en a 12 en tout. Alors, je vous rassure, vous ne serez pas associés aux 12 groupes, hein, des groupes de 7-8 personnes pendant 2 heures. Chacun participera à un seul groupe. Donc, ce qui signifie que vous serez mobilisés normalement une fois 2 heures. Sur un calendrier relativement serré, on va dire, hein, puisque ce sera entre le 8 mars et le 2 avril. Vous allez recevoir dès demain, d'ailleurs on m'a confirmé que vous recevrez l'invitation demain avec les sujets, ce qui vous permettra en tout cas de le préparer le jour, d'être prêt en tout cas le jour J, d'y réfléchir un petit peu avant, c'est toujours mieux. Ensuite, donc à partir du mois d'avril, on entrera dans un processus dit de consolidation de la production des groupes, hein, avec un livrable qui prendra la forme d'actes et qui, bien évidemment, vous seront transmis. Ces actes seront soumis donc sur le mois d'avril à validation politique, donc à un copil politique donc présidé par Madame Lefranc, élue donc municipale et métropolitaine, d'ailleurs chargée de cette question. Il y aura vraisemblablement un nouveau cycle d'échange avec vous à l'issue de ce copil pour envisager ce qu'on appelle des précisions, une phase un peu d'affinage des actions, avant validation définitive en conseil municipal. Alors là, je vous dis juin. C'est un calendrier qui est prévisionnel.
puisque, comme vous le savez, ce calendrier sera ajusté en fonction du processus institutionnel de validation des politiques publiques, qui est en cours d'élaboration et de communication, dont on attend tous un peu des précisions sur la méthode. Notamment, les politiques publiques doivent faire l'objet d'une validation en GTS, politique publique par exemple, devant le directeur général des services. Donc effectivement, cette instance-là aujourd'hui n'est pas effectivement intégrée dans le calendrier que je vous ai présenté. Sur la dimension, juste peut-être des précisions pour les collègues des directions métropolitaines à l'articulation entre cette démarche, donc plan d'action ville amie des aînés, ville de Nantes, et la feuille de route longévité de la métropole que pilote notre collègue Sophie Gatté. Sachez que là aujourd'hui on est bien sur l'échelle nantaise, et que Sophie, elle travaille bien à l'échelle métropolitaine, donc à l'échelle des 24 communes. Pas d'inquiétude pour les collègues de la métropole, il n'y aura pas de doublon. Le travail que vous faites là, de toute façon, sera capitalisé et servira à nourrir la feuille de route métropolitaine, sachant que là, normalement, d'après les éléments en ma possession, la feuille de route a vocation à atterrir fin 2021, la feuille de route métropolitaine. Voilà ce que j'avais en tout cas à vous dire sur les prochains rendez-vous, le calendrier, la méthode. Il est 17h04, je trouve qu'on est plutôt pas mal. J'ai en tout cas tout dit. Est-ce que vous avez des questions ? Sinon, bah écoutez, je vous donne rendez-vous dans les groupes de travail. Je regarde mon camarade Bruno à côté qui pilote ça. Hein, c'est bien ça, Bruno. Oui, ça. Donc vous allez toutes et tous recevoir dans vos agendas des rendez-vous, donc des groupes qui se feront à distance. Ce sont des groupes qui vont avoir lieu entre le 8 mars et le 2 avril. On a composé des groupes de 7 à 8 personnes en fait pour pouvoir élaborer à distance sous une plateforme qui s'appelle Klaxoon, que vous connaissez peut-être, et qui permet en fait de disposer d'un tableau, d'un board, dans lequel on aura accès aux 7 orientations, aux 7 sujets transversaux dont on parlait tout à l'heure. Alors en fait, les 12 groupes vont traiter chacun d'entre eux pendant une séance de 2 heures chacun. Donc vous ne serez invité que pour un créneau de 2 heures. Enfin, c'est déjà ça, et c'est déjà super précieux. Chaque groupe se réunira sur une durée de 2 heures autour de 2 orientations, chacun divisé en 2 questionnements pour que la réflexion soit anglée de façon la plus efficace et la plus opérationnelle possible. Sachant qu'en fait, les 2 heures souvent vont se dérouler comme ça. Un petit temps de présentation des uns et des autres, de où il parle, de quelle politique publique ou de quel acteur il est, parce qu'en fait, sont invités à ce séminaire 3 types d'acteurs. Des acteurs, enfin c'est comme ça que sont composés les groupes en fait, des acteurs qui sont, on va dire, plutôt des experts publics, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt au CCAS et qui ont une expertise autour du public senior, parce qu'ils sont au CLIC, parce qu'ils sont au service prestation, parce que ils connaissent bien, ils sont dans des établissements, des EHPAD, enfin voilà, c'est des personnels, des personnes, des collègues de ces environnements-là. Le deuxième type de collègues, ça va être des collègues qui sont dans des politiques publiques autres que la politique publique du CCS, c'est-à-dire que ce sont des gens pour lesquels les seniors sont une partie du public et qui seront quand même impactés par ces questionnements d'une manière ou d'une autre. Et puis le troisième partie, pour la deuxième partie des autres politiques publiques, je ne sais pas si Michel tu l'as dit, je suis pas sûr. Il y a des collègues qui sont des directions de la ville, des directions de Nantes Métropole, mais aussi de l'Accord, de la maison
de l'Orpan, de la Maison de l'Emploi, de Nantes Métropole Habitat. Enfin voilà, on a associé des personnes qui sont très impactées par ces questions-là. Et puis enfin, le troisième groupe, c'est tout ce qui concerne les territoires, qui sont bien entendu tous impactés par cette politique publique extrêmement transversale. Donc à chaque fois, ces groupes travailleront sur ces 4 angles, en fin de compte, concernant 2 grands sujets transversaux que vous a soumis par le chat, Virginie. Mais ça vous sera, en fait, des invitations vont vous être envoyées via les calendriers avec des introductions d'une quinzaine de lignes qui va introduire chaque sujet transversal de façon la plus explicite et problématique possible pour que, en fait, dans le déroulement de la séance, on puisse passer de façon assez opérationnelle 45 minutes par sujet transversal et en fait faire des propositions. Alors, on vous fait, voilà comment on a prévu d'organiser les choses. On va déposer des post-it numériques sous Klaxoon, c'est très très facile à faire, je vous expliquerai tout ça. Et on pourra disposer des post-it sous 2 formes. La première, c'est chaque action, orientation, chaque préconisation qui concerne votre politique publique. Et puis des préconisations qu'on va s'autoriser à faire qui concerneraient d'autres politiques publiques. Parce qu'en fait, je crois qu'un des enjeux majeurs dans l'élaboration de cette politique publique, c'est la transversalité. C'est-à-dire que ce qu'on a voulu absolument éviter, c'est le silo. C'est que chacun, en fait, ne réfléchisse que par rapport à sa propre action. Donc, on essaie de suivre l'expertise et les préconisations de Gilles Béru qui dit qu'en fait, ça concerne tout le monde et qu'il faut essayer de traiter les problèmes et les orientations à travers des préoccupations transversales. Voilà, mais tout ça, ça vous sera précisé. Moi, en fait, je voulais juste vous remercier parce qu'il y a énormément de participation. On est 57 encore là. Et dans les groupes, il y a énormément de gens qui ont souhaité s'inscrire. Parce que depuis le 5 novembre, on a essayé de trouver cette solution de travailler en distanciel et je vous remercie beaucoup pour votre participation active. Peut-être juste, Michel, pour finir, je voulais remercier aussi particulièrement Guillaume Brand de la communication interne et puis Fabien Lambert de la direction organisation management parce que ils sont hyper présents pour aider à travailler sur cette organisation distancielle et c'est très précieux d'avoir tous ces appuis-là. Donc merci à tous. Et à très bientôt. Merci Bruno. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, 17h10, je propose de clore cette séance introductive et puis je vous donne rendez-vous donc dans les groupes de travail. Merci à vous pour votre écoute et puis au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Ah, ça y est, Virginie, elle a fait axe 4. Elle les a fait en chat. Ah. Bon, bah écoute, c'est très bien. Bah écoute.